dans votre discours, il y a vraiment une appartenance. À quel moment? Qu'est-ce qui a été déterminant pour choisir, voilà, je suis français et je vais me battre ici en restant, et pas, bon, bah, ils me prennent pour un con et je vais me barrer. Vous voyez, je vais vous répondre par quelque chose, encore une fois, qui donne un coup de pied au cliché, véritablement. Moi, c'est l'islam qui m'a fait aimer la France. C'est la spiritualité qui m'a fait aimer la France. J'explique. C'est-à-dire que ma démarche spirituelle, personnelle, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de dire c'est la faute des keufs, c'est la faute d'un tel, c'était de la faute. Toujours, je cherchais une responsabilité hors de moi. Or, la démarche spirituelle, finalement, Dieu ou sans Dieu, parce qu'on pourrait parler je sais pas, des stoïciens, on peut parler de spiritualité, ou de Camus, ou on peut parler de spiritualité sans Dieu aussi. Moi, il se trouve que je suis musulman, mais c'est mon histoire personnelle. C'est pour ça que j'emploie le mot spiritualité. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on chemine, ou en tout cas lorsqu'on est dans une démarche spirituelle, on se rend compte, on fait une sorte de bilan sur soi. Et je me rendais compte que j'étais toujours là à dire c'est la faute des keufs, c'est la faute de l'État, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de trucs. Et moi, non. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais au fait, moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? J'ai commencé à me dire, la France, je la percevais toujours négativement. C'est-à-dire que je ramenais la France toujours d'une certaine manière, à mon sac de douleur. C'est-à-dire l'histoire coloniale, etc. Toujours je ramenais à ça. Mais à partir d'un moment, quand on est justement dans cette démarche spirituelle, je commençais à devenir, d'une certaine manière, le fils de l'instant. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant et tout de suite? Et je me suis rendu compte, en fait, que si je voulais changer les choses, et on a parlé de ça tout à l'heure en citant Wittgenstein, là on est en intello. La meilleure des choses qu'on puisse faire pour améliorer le monde, c'est s'améliorer soi-même. C'est-à-dire que je me rendais compte finalement qu'en étant dans cette démarche-là, eh ben, je pouvais véritablement changer les choses. C'est-à-dire que si à mon échelle je faisais quelque chose de proche en proche, si chacun en était dans cette démarche-là, en vérité on changerait les choses. C'est comme cette idée ou cette image où il y a deux genres d'individus. Il y a deux genres d'individus qui ont une démarche spirituelle. Alors il y a l'ascète qui va dans sa montagne, qui dit « le monde est corrompu et je vais dans ma montagne ». Et puis il y a l'autre qui vit sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que pour expérimenter la patience, eh ben, il est face à des gens qui le bousculent. Pour expérimenter la non-violence, il est face à des gens violents et lui, comment il réagit. Pour expérimenter finalement le fait de transformer la haine en amour, ben, il vit là, etc. etc. Et j'ai compris que la vraie spiritualité, le vrai combat, il était là. C'est facile d'aller se réfugier dans son truc. Comme j'ai des potes qui ont quitté la France. Et je dis, bah, c'est super. Ça veut dire le truc arrive, le combat où il faut livrer pour changer les choses, c'est facile de faire ça, mais rester, c'est autre chose. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que si j'ai pu être dans cette démarche-là, c'est parce que d'abord, il y a une autre démarche qui est personnelle et intime. Et donc voilà, voilà mon parcours. Mais chacun a son parcours, mais parce que vous me parlez de ça, vous me posez cette question-là, et je vous explique le moment où a eu lieu le déclic. Et à partir du moment où a eu lieu ce déclic, je me suis rendu compte de plein de choses qui étaient des évidences. Mais ces évidences-là, on passe à côté. Pourquoi? Parce qu'on est aveuglé par la haine, on est aveuglé par le ressentiment, on est aveuglé par la peur, on est aveuglé par... on est réactif, on est dans la réactivité, etc., etc. On voit pas la grande... comment dire, on prend pas du recul sur les choses, etc., etc., etc. J'ai répondu à votre question? Oui? Oui? Oui. Super. Bonjour. Excusez-moi, où êtes-vous? Vous êtes là. Plusieurs choses à dire. Dans un premier temps, quand j'ai regardé le film, j'ai trouvé très intéressant. Parce que la plupart des films que j'ai regardés qui, en tout cas, qui voulaient représenter la banlieue, je trouvais que la banlieue était représentée comme une sorte de cage où on ne pouvait pas vraiment s'en sortir, où il y avait beaucoup, c'était assez sombre, c'était difficile d'y vivre. Et finalement, en regardant votre film, j'ai trouvé qu'il était plein d'espoir. Et j'en profite pour dire que finalement, dans une banlieue, on peut vivre dans une banlieue. Moi, je fais mes études dans une banlieue. Et on peut s'en sortir, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et ma question est, quelle est la différence entre votre film et les films qui représentent la banlieue? J'aimerais savoir comment est-ce que vous l'avez écrit de telle sorte qu'on comprenne votre film différemment. Mais d'abord, ce film, c'est ma vie.
Donc finalement, c'est assez simple. C'est-à-dire que je parle et j'essaye de faire, c'est ma manière de faire, de manière générale, de parler de ce que je connais en fait. Et de pas je suis pas dans... par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont faire des films sur la banlieue où ils fantasment la violence. Moi, la violence, je la fantasme pas, je la connais. Je sais c'est quoi avoir un cadavre, je sais c'est quoi se faire tirer dessus. J'ai vu des gens mourir d'overdose, c'est des choses réelles. Et c'est vrai, et c'est laid, c'est pas beau, en fait. Donc on peut pas parler... Moi, ça peut pas être graphique pour moi, la violence. Parce que c'est quelque chose de trop vécu, de trop vrai pour moi. Donc, comment parler et montrer la violence non, parler de la violence sans la montrer d'une certaine manière. Donc du coup, ça devient presque un enjeu cinématographique. Et du coup, ça devient une identité cinématographique. Et on parlait de ça tout à l'heure avec les modèles. Et du coup, se retrouver face à des problématiques, ça permet de faire mon propre geste de cinéma. C'est-à-dire, non seulement je parle d'une réalité vécue, réelle, comment ça s'est passé, je décris, et en même temps, comme j'ai ce truc où il y a des choses que je ne veux pas montrer, qui ne m'intéressent pas, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les origines de la violence, et en quoi la violence devient un langage. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait tout d'un coup, ça m'intéresse. Mais montrer la violence de façon crue, on la voit tout le temps, c'est banalisé, c'est horrible. Et c'est pareil pour le sexe aussi, c'était la même chose. C'est-à-dire que l'histoire d'amour, moi je suis très fleur bleue. C'est-à-dire que le cinéma de Nora Ephron, Nuit blanche à Seattle, quand Harry rencontre... Vraiment, c'est-à-dire c'est des trucs, je pleure, quand je vois Casablanca, des trucs, c'est des trucs vraiment qui me... Et c'est vrai, je dis pas ça juste pour vous faire rire et tout ça, c'est vrai. Et en fait, il y a un truc, il y a un de ces films donc, qui m'a marqué particulièrement, donc, qui s'appelle Nuit blanche à Seattle, où il y a Meg Ryan et Tom Hanks qui, finalement, ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils sont aux deux extrémités de l'Amérique et ils se voient qu'à la fin. Et à la fin, ils se voient, ils se donnent la main. Et je trouvais ça magnifique de parler d'amour, du désir, tout ça, mais sans jamais... je dis, mais c'est magnifique. Et ça c'était vraiment dans ma manière de voir ce film, de l'écrire, de parler. Je pensais à ça, en fait. Et j'avais envie d'être dans cette espèce de naïveté. J'avais envie et pour moi, d'être dans cette naïveté, de mettre la violence hors champ, j'avais envie, parce que ça fait partie de ma personnalité. Et du coup, en faisant ça, je dépassais mes référents, c'est-à-dire les auteurs qui m'inspirent, et en même temps, je faisais mon premier geste de cinéma. Et donc, en faisant ça, forcément, j'allais parler de la banlieue autrement. Parce que j'étais pas... Moi, quand je parle... Moi, il y a des gens, je sais pas, ils vont voir tel fait divers, et ça va les inspirer, ou un tel... Il marche dans la rue et voit un tel groupe de jeunes et il se dit je vais en faire. Moi c'est pas ça, moi le groupe de jeunes c'était moi. Le fait divers qu'on écrit, j'étais l'acteur. Donc du coup c'est un autre rapport au monde, c'est un autre rapport aux choses. Et puis il y a toute ma mentalité. Moi ma démarche, c'est que je me considère personnellement comme un donneur d'espoir. Pour moi c'est important. On parlait de Prévert tout à l'heure. Prévert il dit une phrase qui moi, et je la trouve magnifique, c'est presque ouais c'est quelque chose que je porte avec moi, il dit il faudrait être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Je trouve ça tellement... Voilà. Et donc, du coup, mon film, il est porteur de qui je suis. Et c'est pour ça que, du coup, ça ne peut être que différent d'un autre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ma question, ce serait... Il y a un moment du film où vous donnez une interview avec un journaliste, et vos propos sont mal tournés, sont détournés pour dénigrer la religion. Et ce que je voudrais savoir, c'est au moment où vous avez choisi le titre de votre film, puisqu'il y a encore un climat d'islamophobie en France, est-ce que vous n'avez pas eu peur que le film soit mal interprété? Le titre soit mal interprété et le film aussi. D'abord, je ne fonctionne pas avec la peur. La peur, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon... Il y en a qui fonctionnent avec moi, je ne fonctionne pas du tout avec la peur. Donc j'ai pas eu peur. Et puis j'essaye de parler à l'intelligence des gens. C'est-à-dire cœur et raison. J'essaye de faire ça. Donc du coup, quand je fais qu'Allah bénisse la France, les réactions m'expliquent où se trouvent les gens, me montrent, m'indiquent où les gens se positionnent en fait. J'en apprends plus sur eux que sur moi, d'une certaine manière. Et c'est intéressant, pour moi c'est... On est en train on est en train de faire la France de demain. Donc on est dans une période de transition, etc. Et pour moi,
un titre comme Qu'Allah bénisse la France participe au débat positif, participe à la construction, participe à l'échange, participe au fait qu'on puisse parler et échanger, et finalement, j'espère, s'enrichir les uns les autres. Donc voilà, donc pour moi, si vous voulez, j'en avais marre et j'en ai marre des minorités au sens extrême, des minorités extrêmes. C'est-à-dire des gens qui sont... Parce qu'on est dans un monde étrange, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des pensées extrêmes, minoritaires, pour croire être la majorité. Et des gens qui sont la majorité, donc cette fameuse majorité silencieuse, en fait, croient être en minorité. Et quand même, c'est dingue. Et c'est ce que j'essaye de dire. J'essaye de dire en réalité, j'essaie de parler à la majorité silencieuse. Et je ne veux pas parler des trains qui arrivent en retard. J'ai envie de parler de ceux qui arrivent à l'heure. On est tout le temps derrière. Moi, voilà ma démarche. Merci à vous.